D'après l'historienne de l'art, Bénédicte Savoy, avec qui vous venez de publier un livre en allemand. Alors, Bénédicte Savoy, je rappelle qu'elle est co-autrice avec l'économiste sénégalais Felwine Sarr, elle est co-autrice du rapport sur la restitution du patrimoine artistique africain commandé par le président de la République française, Emmanuel Macron. Rapport qu'on lui a rendu bien sûr en fin 2018. Alors, d'après cette historienne, ces appels à la restitution commencent dès les indépendances, parce qu'on a parfois tendance à l'oublier, d'après mes recherches. Ces appels à la restitution commencent dès les indépendances, notamment dans les années 70, où le problème prend une dimension internationale avec le discours du président Mobutu Sese Seko à la tribune de l'ONU. Je recommande à ce sujet justement le livre de Bénédicte Savoy intitulé « Le combat », pour les gens qui s'intéressent à cette question. Il a un livre magistral à ce sujet qui s'intitule « Le combat de l'Afrique pour son art ». Le combat de l'Afrique pour son art. Une enquête très fouillée sur les premières demandes africaines de restitution et bien sûr le débat qui s'en est suivi au niveau mondial entre 65 déjà, entre 65 et 85. Alors, ces demandes de restitution sont souvent confrontées à une forte opposition de la part des institutions européennes concernées qui, pendant longtemps, se sont même mobilisées pour faire barrage à ces mouvements de restitution. Plusieurs arguments sont avancés, bien sûr, par ces institutions qui essaient de faire barrage, des arguments qui ont été avancés pour étouffer toute discussion sur le sujet. Alors, parmi les arguments, le fait que ces œuvres sont inaliénables et ne doivent pas quitter les territoires européens, la question des musées africains qui, pense-t-on, ne sont pas suffisamment performants pour accueillir et mettre en valeur ces œuvres, la question de la difficulté de rapatrier et de transporter les œuvres, etc. Par contre, à partir du début de ce siècle, plusieurs actions ont été entreprises en faveur de la restitution. La plupart des anciennes puissances, comme vous le savez, la plupart des anciennes puissances coloniales ont lancé ces dernières années des réflexions sur la réappropriation de leur patrimoine par les anciens pays colonisés, surtout africains, parce qu'on parle ici de restitution du patrimoine sud-américain. En France, par exemple, le rapport Sarr-Savoy, le rapport rédigé par Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, préconise par exemple de restituer 90 000 objets, notamment pour permettre aux États africains de jouir de leur patrimoine historique et culturel. Des restitutions ont déjà été effectuées. La France, par exemple, a déjà restitué ou prêté, je reviendrai sur cette question de vocabulaire. Vocabulaire, parler de restitution, parler de prêt. La France a déjà restitué ou prêté à durée indéterminée, entre guillemets, des biens culturels acquis pendant les colonisations. On peut par exemple citer les têtes de guerriers maoris restituées en 2012, suite à l'adoption d'une proposition de loi. Je pense aussi à la restitution des restes de la dépouille de la Vénus autantote, je me souviens du film de Latif Kichiche, la Vénus noire, qui revient magistralement sur cette question. Je voudrais rappeler aussi qu'en Afrique, nombre de responsables politiques ne croyaient pas du tout aux restitutions. Et dans un dialogue, dans un entretien Bénédicte Savoy cite Oswald Omeki, qui était ministre de la Culture du Bénin, un ancien ministre de la Culture du Bénin, qui affirmait « Vos restitutions, si un jour ça a lieu, ce sera comme la chute du mur de Berlin ou la réunification des deux Corées. » Une manière de dire que c'est impossible. Et, bien sûr, les choses ont beaucoup avancé depuis. Ce vaste travail de restitution que l'Afrique s'apprêterait à vivre, je mets ça au conditionnel, s'apprêterait à vivre, ne manquerait pas de confronter le continent à plusieurs contraintes d'ordre culturel, juridique, muséologique. D'où la première question que je voudrais poser aux deux intervenants et qui relève plutôt d'un problème justement de vocabulaire. Alors, pour des raisons juridiques,
des spécialistes préfèrent au mot restitution les mots don, restitution temporaire, ce qui est considéré par certains comme un oxymore, hein, restitution temporaire, prêt à durée indéterminée. On parle aussi de transfert de propriété, on parle de circulation, de ceux qui préfèrent ces mots au mot restitution, parce que pour qu'on puisse parler de restitution, il faut que le délit soit établi, il faut qu'on sache qu'il y a quelqu'un qui a volé, sinon qui a acheté sur la menace ou quelque chose comme ça, chose qui paraît très compliquée. Quel serait donc, je m'adresse aux deux intervenants, quel serait donc le terme, le mot le plus juste et le plus pertinent, et surtout, quels moyens faut-il se donner pour le légitimer? À vous la parole, M. Bachelian, on respecte l'ordre alphabétique. Hein? D'accord. Merci infiniment. C'est bon? Voilà. Merci infiniment. Je voudrais d'abord dire quelle joie est la mienne de me retrouver sur ce panel avec vous déjà, Youssouf. Et puis, je manque les deux collègues retenus au Bénin, mais j'ai le bonheur de partager cette réflexion avec le prince Koumanoumé, que je connaissais simplement de réputation et de nom, bien entendu. Et je suis heureux de le voir en personne et de pouvoir partager cette conversation avec lui. Et merci à vous de nous écouter sur cette question très actuelle des restitutions. Vous avez parlé de Bénédicte Savoie. Effectivement, Bénédicte, d'ailleurs, a indiqué elle-même qu'à un moment donné, lorsque, au début des années 60, la question de la restitution s'est posée, les directeurs de musées se sont entendus pour dire qu'il faut à tout prix éviter le mot restitution, parce que le mot restitution a une charge légale telle que dès lors qu'on lui donne, qu'on le met en circulation, il va signifier que les biens acquis ont été des biens mal acquis, et à ce moment-là, en effet, il y aura une sorte de décision mécanique de retour de ces objets dans les pays qui les ont vus naître. Et donc, il fallait à tout prix, et c'était concerté, éviter ce mot et mettre en circulation, pardonnez la redondance, le mot circulation. Dire qu'il est important que ces objets circulent, qu'on puisse les prêter le cas échéant aux différents pays qui en feraient la demande, mais surtout ne jamais parler de restitution. Cette question s'est posée deux fois de manière très importante. Une première fois à l'occasion de l'organisation par mon pays, le Sénégal, et par le président du Sénégal alors, le président Léopold Sédar Senghor, de ce qui a été appelé le premier festival mondial des arts nègres, le FESMAN. Le FESMAN organisé en 1966. Eh bien, pour pouvoir organiser le FESMAN, et vous avez parlé de ce chiffre, de cette proportion extraordinaire de 90 à 95%, en réalité, on ne sait pas bien, parce qu'au bout du compte, la production intellectuelle artistique n'a jamais cessé. Et donc, mesurer la proportion des œuvres, alors que le mouvement de création ne s'est jamais véritablement tari, est très difficile, mais en tout cas, ce chiffre donne un ordre de grandeur et indique qu'en effet, l'essentiel du patrimoine classique africain se trouvait hors d'Afrique. Ce qui fait que pour organiser son festival, le président Senghor et la diplomatie sénégalaise étaient obligés d'emprunter aux différents musées européens et américains les objets qu'il s'agissait de montrer, dont il s'agissait d'enrichir les musées, le musée dynamique en particulier à Dakar, le temps d'un festival, puisque, encore une fois, en 1966, il s'agissait véritablement de montrer au monde la production artistique africaine, la production musicale, etc. Et donc tout le monde dit noir était présent, et le monde africain, de manière générale, était présent, les grands musiciens, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prêt a failli ne pas avoir lieu, ou en tout cas connaître des difficultés, lorsque quelques mois avant le festival, en 1965, un Béninois, Sénégalais et Français du nom de Paulin Joachim, lequel dirigeait une revue
qui était une revue très importante, très influente à l'époque, qui s'appelait Bingo. Et d'ailleurs, Bénédicte Savoie en parle et donne une place importante à cet événement. Joachim écrit dans Bingo un éditorial avec le titre « Rendez-nous l'art né ». Et c'est un éditorial absolument tonitruant, très bien écrit, sur le ton de la colère, où il disait, en gros, voici que l'essentiel de notre art, la production culturelle du monde africain, se trouve dans des musées ethnographiques et la plupart de ces objets, une grande majorité en tout cas de ces objets, ont été arrachés des terroirs qui les ont vus naître et où ils ont été créés par la violence coloniale. Et donc, à la suite de cet éditorial, panique parmi les directeurs de musées qui se disent « mais si on leur prête ces objets-là, est-ce qu'ils vont nous les rendre? Est-ce qu'à la suite d'un éditorial aussi violent que celui-là, la question va être posée ?» Et il a fallu des trésors de diplomatie du Sénégal pour convaincre les directeurs de musées de prêter ces objets le temps du Festival mondial des arts dits nègres à l'époque en 1966. Ceci montre déjà l'acuité de la question de la restitution, parce que voilà un pays africain qui, pour organiser un festival d'art africain, donc, est obligé de s'adresser à des directeurs de musées européens et américains en les suppliant presque de leur prêter ce qui vient de chez lui. Deuxième épisode sur les mêmes questions. 1977, c'est Festac 77, c'est-à-dire le même festival organisé cette fois-ci par le Nigeria. Entre-temps, il y a eu le festival d'Alger, 69 je crois. En tout cas, 77, Nigeria organise son festival et le Nigeria se donne pour logo du festival la fameuse tête, le fameux masque représentant la reine Idia, qui est un objet parmi les objets que l'on appelle les bronzes du Bénin. Appellation convenue, bien que ces bronzes du Bénin ne soient pas tous en bronze, mais enfin, c'est l'appellation qui était convenue. Et ils mettent en avant la Queen Idia et s'adressent au British Museum en demandant le prêt d'un certain nombre d'objets, donc surtout cette reine Idia, qui était véritablement l'emblème même du festival de Lagos en 1977. Le British Museum refuse. Le British Museum, jusqu'à présent d'ailleurs, ne veut pas entendre parler de restitution. Ils sont en train de bouger un peu parce que la pression est très grande pour ces restitutions, mais ils avaient... c'était une fin de non-recevoir à la demande du Nigeria. Et d'ailleurs, à un moment donné, ils proposent au Nigeria de leur faire une copie, en disant on ne peut pas vous restituer l'objet, mais si vous le voulez bien, nous allons vous faire une copie et que nous allons vous prêter, nous allons vous donner cette copie et vous pourrez vous en contenter pour votre festival. Le Nigeria ne répond même pas à cette demande, et d'ailleurs, le British Museum va leur envoyer la copie en question, mais après le festival. On ne pouvait pas être plus désobligeant en la matière. C'était une manière de dire, écoutez, allez vous faire voir ailleurs, ces objets sont ici, ils y restent. Or, ces objets-là, il est clair, parce qu'il y a certains objets pour lesquels on peut discuter en disant, mais non, ce sont des transactions commerciales, ces objets ont été véritablement vendus, n'ont pas été arrachés par la violence, etc. Mais ceux-là, les fameux bronzes du Bénin, là, c'est documenté, on sait parfaitement que c'est en 1897 que l'expédition britannique qui a détruit le royaume du Bénin a pillé le palais royal et s'est emparé de ces bronzes du Bénin. Donc quand il y a bronzes du Bénin, on sait exactement quelle violence est à l'origine de leur transfert dans les musées européens et américains. Mais le British Museum est resté imperturbable sur la question. Et ce qui s'est passé est très intéressant, c'est la raison pour laquelle je raconte cette histoire. Le Nigeria fait une déclaration en disant, bon, de toute façon, ceux qui ont créé cet art, les descendants de ceux qui ont créé cet art, sont toujours ici. Et s'ils sont toujours ici, ils sont toujours
la matrice créatrice, si vous voulez, de l'art classique africain est encore ici. Gardez votre copie. Nous allons demander aux descendants de ces créateurs de nous faire une reine Idia. Ce geste était important philosophiquement, parce que ce que cela signifiait, cette attitude, c'était de dire au British Museum, au fond, ce que vous avez gardé là, c'est vous qui avez une copie. Parce que la force créatrice qui est à l'origine de ces objets, elle est ici. Et donc, ces objets que nous allons créer, qui vont être des Queen Idia, et en plus, nous n'allons même pas essayer d'imiter l'exemplaire que vous avez. Nous allons, par exemple, il y a quelque chose qui s'était cassé dans la coiffure en question, nous allons réparer cela. Nous allons recréer notre objet, et précisément parce que nous le recréons, nous faisons de votre original une copie. Parce que nous disons que cet objet qui est chez vous est un objet mort et que les objets vivants de l'art africain sont ici parmi nous parce que la force vitale qui est à l'origine de leur création est encore avec nous. Ce geste philosophiquement est très fort. Pour en mesurer toute la portée, rappelez-vous ce que le philosophe Walter Benjamin dit de l'art. Il dit qu'à l'époque de la reproduction à grande échelle, de la reproduction technique des arts, parce que tout le monde, nous avons tous fait l'expérience d'avoir vu des images de la Mona Lisa à plus soif, jusqu'à plus soif, avant de voir la Mona Lisa en vrai en visitant le Louvre à Paris. Et c'est ce que disait Benjamin. Et il disait, mais au fond, la reproduction technique à l'infini de ces objets enlève quelque chose de cette aura, qui est normalement ce qui définit la nature artistique d'un objet. Ce que le Nigeria disait au British Museum, c'était cela. L'objet que vous avez désormais a perdu toute aura parce que nous vous rappelons que la force créatrice, elle est ici parmi nous. Pourquoi je vous ai raconté ces deux histoires? Parce que précisément, c'était la meilleure réponse à faire à la notion de restitution. Il faut, et là maintenant je réponds directement à votre question, il faut que ces objets soient restitués. C'est-à-dire que sur le plan légal, il faut que réparation ait lieu. Les objets qui ont été rendus au Bénin actuel, parce que le royaume du Bénin est au Nigeria, mais le Bénin actuel, c'est l'ancien Dahomey. Et l'ancien Dahomey, à la cour du roi Abomey, lorsque le roi Béhanzin a été défait par l'expédition coloniale française menée par Dodds, c'est là qu'on a arraché du palais royal, encore une fois, tous les objets qui s'y trouvaient. Ça a été rendu par le président Macron au Bénin. Les bronzes du Bénin sont en train d'être rendus au Nigeria. L'Allemagne a pris les devants et l'Allemagne est en pointe sur la question des restitutions sur ce plan-là. Et il faut restituer, c'est-à-dire réparer le mal qui a été fait pour les objets comme cela. Mais une fois que l'on a restitué précisément, alors on peut mettre ces objets en circulation. Mais il faut commencer par la restitution parce que les musées africains ont besoin d'être de vrais musées en mesure d'avoir chez eux les objets qui ont été arrachés au terroir qui les ont vu naître. Et c'est la condition pour ces musées d'avoir un pouvoir de négociation et un pouvoir d'exercer un pouvoir de circulation. Récemment, le Metropolitan Museum à New York a organisé une magnifique exposition qui s'appelle Sahel. Eh bien, qui a été malheureusement interrompue par la crise du Covid. Donc ça n'a duré que quelques semaines au lieu du nombre de mois que ça devait durer. Mais voilà une exposition qui a pu se tenir parce que le Sénégal aussi et le Mali ont prêté des objets qui étaient des objets précieux. Un mégalithe est venu du Sénégal, il y a une belle pièce préhistorique qui est une espèce de Vénus de Milo qui a été prêtée également. Ces musées sont en mesure de prêter et donc aussi de recevoir. Par conséquent, le terme de circulation que ces directeurs de musées ont essayé de substituer à celui de restitution ne doit pas être substitué. Il faut parler de restitution pour pouvoir circuler. C'est la raison pour laquelle la restitution est nécessaire pour le partage de ces objets. Et je rappelle d'ailleurs que le sous-titre du rapport, qui est devenu un livre par la suite de mes amis Felwine Sarr et Bénédicte Savoie,
c'était pour une nouvelle éthique relationnelle. C'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes conscience qu'il faut faire le mouvement de restitution afin de construire à partir de cette restitution, une fois accomplie, de réaliser les relations parce que ces objets ont vocation à créer du lien et à faire des relations et à circuler. Je les ai appelés des objets nomades ou des objets mutants dans deux textes que j'ai écrits sur la question. Ils sont devenus mutants, qu'on le veuille ou pas, ils appartiennent aussi aux terroirs qui les ont accueillis. Notre cher Amadou Mahtar Mbow, qui appartient autant à ce pays du Maroc d'ailleurs qu'au Sénégal, et qui a été directeur général de l'UNESCO, comme vous le savez, a eu en 1978 un discours d'une beauté absolue et d'une vérité tout à fait impressionnante lorsqu'il a dit que ces objets avaient poussé des racines dans les terroirs qui les ont accueillis. Et que donc les sortir de ces terroirs, c'était aussi un déracinement, au même titre qu'ils ont connu un déracinement lorsqu'ils ont été arrachés au terroir où ils sont nés. Par conséquent, ces objets sont des objets rhizomes. Ils produisent des racines, quelle que soit la terre qui les accueille. Et puisqu'ils ont été accueillis dans des terres étrangères, qu'ils ont appris à parler des langues étrangères et qu'ils ont enseigné leur propre langue à des étrangers comme Picasso, comme Matisse, comme Derain, il faut considérer que ces objets désormais sont des ambassadeurs. Il est dans leur nature de voyager. Ils manqueront toujours au lieu d'où ils sont partis, que ce soit du terroir d'origine ou de leur terre d'accueil. Et c'est la raison pour laquelle, si on les restitue, si les musées sénégalais récupèrent des objets, ils seront en mesure de prêter, d'emprunter, de faire circuler et de réaliser le rêve senghorien de cette circulation. Senghor lorsqu'il a organisé justement ce festival dont je parlais tout à l'heure, reçu des œuvres de Picasso et des cubistes à Dakar. Il a également envoyé des objets africains au musée à Paris, qui est du côté de la Villette, là, le nom me reviendra. Il les a envoyés lorsqu'il a été question d'une exposition Picasso. Parce que Senghor voulait que ces objets se parlent, se métissent, s'adressent l'un à l'autre et que ces objets dialoguent. Mais la possibilité de la circulation, la possibilité du dialogue suppose d'abord une restitution. Merci beaucoup, Souleymane Bachir. Il y aura bien sûr une deuxième prise de parole, peut-être une troisième. Donc il va sans dire que Souleymane Bachir partage justement avec Bénédicte Savoie et Felwine Sarr l'adoption de ce mot restitution. Est-ce que vous partagez son point de vue, Monsieur le Prince? Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation de venir ici au Maroc. Et Bénédicte Savoie me disait ce matin de dire un chaleureux bonjour à Souleymane. Parce qu'il m'a trahi que la semaine prochaine, Souleymane est à Berlin où je vais aussi rentrer. Nous étions ensemble vendredi aussi à Berlin pour la publication d'un livre commun que nous avons publié avec Bénédicte Savoie. Vous savez qu'elle ne vit pas en France, elle vit à Berlin parce qu'elle est professeure à l'Université technique de Berlin. Et avec un professeur Boisfort et d'autres, le titre c'est Atlas der Abwesenheit, c'est-à-dire l'atlas de l'absence. L'atlas de l'absence, pourquoi? Parce que tout cet héritage culturel camerounais, parce que là c'était le focus, c'était le Cameroun, dans les musées allemands. Pour ceux qui connaissent le quai, la collection du quai Branly à Paris, il y a 68 objets entre guillemets. Parce que le terme objet est inapproprié, parce que vous savez, dans toutes ces choses-là aussi, la question même fondamentale qui se pose pour nous Africains, c'est dans quelle langue qu'on est en train de nommer tout cela. Ça doit
Mais non, c'est en français, en anglais, mais comment? Il y a quelque chose qui marche, qui cloche. Parce que tout ce que vous appelez objet là, c'est africain et ce n'est pas des objets. La directrice du musée de Leipzig, vendredi, elle disait qu'elle a ouvert une caisse qui n'était pas ouverte depuis. Parce que ce que les gens ne savent, beaucoup de gens ne savent pas, le Cameroun a d'abord été colonisé par l'Allemagne. C'est en 1919, après la Première Guerre mondiale, que les Français et les Anglais se sont partagés ce pays. Donc on nous aime tellement que nous avons eu 3 colonisateurs. Et elle ouvre donc cette caisse. Ce n'est pas des objets d'art qui étaient dedans, c'était des restes humains qu'on n'avait pas ouverts depuis avant la Première Guerre mondiale. Elle a ouvert ça avant de venir à la conférence du 1er juin à Berlin. Donc il faut faire très attention. Vous parlez de quoi? Ce sont, si vous voulez garder encore le terme d'objet, ce sont des objets de pouvoir, des objets de culte, qui bien sûr ont été faits avec art. Mais il y a eu dans le langage européen et américain une espèce d'altération. C'est-à-dire des œuvres de pouvoir et de culte qui deviennent des œuvres d'art. Parce que depuis que je suis ici, j'entends parler, enfin, on m'en a dit ici aussi, le mot artiste, c'est patrimoine artistique. Est-ce que c'est un patrimoine artistique? Les œuvres de pouvoir sont bien sûr faites avec art. Les œuvres de culte sont faites avec art. Et vous vous rappelez comment ces œuvres... Enfin, vous vous rappelez, nous n'étions pas là, mais il y a les documents. Il y a les documents, que ce soit les documents. Et c'est très intéressant dans le livre que nous venons de publier vendredi. On a vu qu'en réalité, l'essentiel de ces œuvres ont été arrachées par des militaires et non pas par des commerçants, etc. C'est-à-dire, nous avions déjà à Douala, à la Fondation Afrique à venir, essayé de répertorier ce qu'ils appellent les expéditions punitives. Et on a très bien vu que c'est pendant ces expéditions-là qu'on a arraché donc ce qu'il y avait dans les palais, ce qu'il y avait dans les espaces spirituels, etc. C'est pendant ça, maintenant c'est documenté avec les statistiques. C'est un gros livre de plus de 500 pages, format A4. Bon, c'est en allemand, mais il va être traduit. Et il est disponible online. Tous les 500 pages sont disponibles online actuellement. Et il y a beaucoup de statistiques. Donc, et la discussion de vendredi, la conclusion était qu'il faut arrêter qu'on parle d'objets. Et le compromis, c'était un mot anglais, encore une fois, de dire agencies. Agencies. Parce que le mot objet est inapproprié. Quand la dame de Leipzig ouvre la caisse, et ce sont les restes humains qui sont là-dedans, vous allez parler d'objets artistiques. Donc il y a un problème de vocabulaire. On parle de quoi? Et à partir de là maintenant, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'on se comprenne. Les musées européens, ethnographiques, ont été construits quand? Ça a été construit pendant la conquête coloniale. Parce que les trophées de guerre, il fallait bien les mettre quelque part. Que ce soit, j'ai publié ce livre aussi, Restituer à l'Afrique ses objets de culte et d'art. Et j'ai très bien regardé les musées en France, en Belgique, en Allemagne. Quand est-ce que ces musées ont été construits? C'était pendant les conquêtes coloniales. Alors, et tout ces trophées-là, ça ne pouvait pas rester chez les rois. C'est-à-dire, il fallait trouver un espace. Et c'est là que, s'il vous plaît, allez vérifier, quand est-ce que ces musées ont été construits? C'était pendant cette période de conquête coloniale. Alors, vous venez chez moi, vous faites la guerre, vous dévalisez les palais, et aujourd'hui, vous me dites que, mais qu'est-ce que je veux? Il faut que ça circule. Mais ça, c'est quoi ça? Mais écoutez, il faut que l'Europe comprenne d'abord qu'elle a détruit et qu'elle a volé. Tant que vous ne reconnaissez pas ça, on ne pourra pas dialoguer.
excusez-moi de mettre les points sur les i. Vous parlez de quoi? Mon grand-père s'appelait Koumamba Locke-Prise. C'était le roi de Bénin. Il était le premier au Cameroun à dire que lui ne veut pas la colonisation. Et quand les Allemands ont voulu absolument que le roi signe que le Cameroun devient allemand, il était le seul qui a dit que lui, il ne signe pas. Il ne signe pas, il a dit. Il ne signe pas. Et quand les Allemands sont venus mettre le drapeau sur notre territoire, il a dit « Pull that flag down ». Descendez-moi ce drapeau-là. Et le lendemain, bien sûr, les Allemands ont apporté leur bateau de guerre et ils ont bombardé. Et ce qui est intéressant, le consul allemand, il écrit, parce que j'ai découvert le livre qu'il a publié à l'époque, il dit, je dis aux soldats d'abord de ne pas bombarder. J'entre dans le palais du roi et je prends la sculpture, une sculpture que les rois mettaient devant leur bateau, puisque c'est avec les bateaux qu'on naviguait à l'époque, c'était les routes. Et il dit, mon butin le plus précieux, c'est le tanguay de Locke-Prise, on appelle ça tanguay, il va aller à Munich. Il écrit cela. Et quelques années après, il devient le conservateur du musée de Munich. Alors, je demande aux Allemands depuis 1998, mais rendez-moi le tanguay de Locke-Prise. Vous-même, voici ce que votre consul allemand a écrit. Qu'il a écrit ça, bon, et puis j'ai bien sûr découvert d'autres écrits de soldats allemands qui entraient dans les maisons, qui les cassaient les maisons et prenaient, disons, les objets précieux. Et commence donc à me sortir cette théorie-là, non, c'est inaliénable. Inaliénable, quoi. Tu as volé avec violence. Vous avez dévasté. Et maintenant, tu me dis quoi? Et ça fait depuis 1998 que je leur demande donc de restituer le tanguay de mon grand-père. Et là, il n'y a pas de discussion. Alors, effectivement, ce que Suleiman dit, le ministre-président, c'est-à-dire le président de la Bavière, c'est pas moi qui lui ai écrit, c'était Zubin Mehta, le chef d'orchestre, le grand Zubin Mehta, que ça avait indigné, et il a écrit donc au président de Bavière que vraiment, quand même, rendez. Et le président lui dit, ils ne peuvent pas rendre parce que les lois de Bavière ne permettent pas de rendre, mais ils peuvent me faire une copie à ma charge. Il dit, waouh, on se comprend bien, hein? À ma charge. Alors nous n'avons pas fait, et il y a 6 ans, 2016, nous sommes partis avec toute une délégation, avec des juristes, etc., à Munich, pour discuter avec le musée des 5 continents, qui s'appelle le musée des 5 continents aujourd'hui. Et bien sûr, c'était, oui, il y a d'autres revendications, etc. Bon, comme on en a eu assez, j'ai dit qu'on nous amène sous le tanguay, comme on appelle ça le tanguay. Nous avons fait le rituel qu'il fallait. Et nous avons enlevé la force du tanguay qui est amené. Et nous l'avons transféré à Douala, où nous avons fabriqué un autre tanguay. Et quand ce tanguay-là, qui est à la Fondation Afrique Avenir aujourd'hui, nous avons appelé plusieurs rois du Cameroun pour que cette force que nous avons enlevée de Berlin soit introduite dans le tanguay de Douala. C'est comme ça qu'on nous parle. Il faut que nous évitions, c'est-à-dire à nous inféoder au discours européen. Parce que l'Europe a failli et ne veut pas le reconnaître. Comment voulez-vous que, quand nous discutons, nous parlons, il faut que moi je parle votre langue pour qu'on puisse même communiquer. C'est pas ça? La beauté de ton là, tu as bien la son temps de la quoi. Dis-moi quoi la paix? Et quoi il y a sous un dehors? Donc il faut que pour qu'on communique, moi je parle votre langage. Moi je comprends votre façon de penser, votre façon d'agir. J'ai posé une question au responsable allemand vendredi. Parce qu'il disait que oui, il faut maintenant que
excusez-moi, qu'ils voient quels sont les musées qui sont capables. Je leur ai dit, vous parlez tout le temps de musées. Vous avez pris tout ça dans le musée. Dites-moi, en 1884, en 1890, en 1916, vous avez pris tout ça dans les musées? Ramenez ces objets ou ces alliances là où vous avez pris ça. Parce que la chance de l'Afrique, d'abord, qui va dans les musées en Afrique? Bon. Qui va dans les musées en Afrique? Demandez aux Africains s'ils vont dans les musées. Or, ces musées étaient des espaces où on conserve la conquête, les trophées. Et nous aussi, on va maintenant prendre ça. Ce sont des trophées que nous allons ramener. Quand vous avez détruit la spiritualité d'un peuple, en arrachant toutes ces références spirituelles, et vous dites que maintenant vous leur rendez ça, mais il faut que ce soit dans les musées. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne sais pas si on se comprend. Et vous savez très bien que ce soit les lyristes français ou les Allemands ou les Suisses, etc., comment ces religieux arrachaient. Parce qu'il fallait absolument détruire la spiritualité africaine. Et détruire tout ce qui est référence à la spiritualité africaine. La mission, enfin pour le Cameroun, la mission de Bâle, en Suisse, c'était eux les premiers, parce que les palotins allemands sont venus après. Bismarck ne pouvait pas envoyer d'Allemands quand il a eu des colonies, parce qu'il y avait un problème entre catholiques et protestants en Allemagne, donc il a préféré que les protestants suisses, la mission de Bâle, aillent dans les colonies allemandes. Alors, ces écrits sont là. Les missionnaires disent qu'ils se comportaient en général d'armée. Ce n'est pas moi qui invente les mots. Qui se comportaient en général d'armée, des gens tout puissants pour arracher tout ce qui est spiritualité africaine et envoyer à Douala pour que ça aille à Bâle. Et aujourd'hui, maintenant, vous me dites, peut-être que vous allez rendre telle ou telle chose pour mettre dans les musées encore. D'abord, dans les musées où les Camerounais ne vont pas. Est-ce que c'est notre culture? Est-ce que c'est la culture africaine d'aller dans les musées? Les Africains sont là, vous allez me dire si vous avez l'habitude d'aller dans les musées. Et on vous dit que non, pour qu'on négocie cette histoire-là maintenant, il faut qu'on voit comment les musées sont chez nous. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous parlez de quoi? Nous parlons de quoi? Alors, bien sûr, nous sommes confrontés à tout cela. Et nous, au Cameroun, parce que ça fait quand même depuis très longtemps que nous travaillons sur ces questions, nous avons mis sur pied la Fondation Afrique à venir pour la Renaissance africaine. Et actuellement, nous avons créé toute une école doctorale parce que l'école joue un rôle très important. N'oubliez pas que tout ce qu'on a raflé là, c'était pour effacer la mémoire africaine. Et les Africains d'aujourd'hui, même très diplômés, ont une mémoire africaine effacée. Moi, je les appelle, je suis professeur d'université, je sais de quoi je parle. J'appelle nos diplômés des diplômés illettrés sur eux-mêmes. Parce qu'ils peuvent vous faire des grandes thèses, n'est-ce pas, en se référant sur les penseurs allemands, sur les penseurs français. Mais quand tu es ingénieur, quand tu es chimiste, quand tu es historien, où sont tes références africaines? Où est l'héritage scientifique africain dans tout ce que tu as appris? Bon, comme l'école ne t'a pas permis, et que même dans l'environnement social, tu n'as pas accès, tu demeures un diplômé illettré chez soi. Et c'est pour ça que vous voyez bien que nos jeunes là, dès qu'ils ont leur diplôme, ils veulent seulement partir, en réalité en Europe ou en Amérique, parce que c'est ça qu'ils ont appris. Donc, nous avons créé une fondation qui s'appelle Fondation Afrique Avenir Internationale. Et maintenant, nous avons créé une école doctorale et de master de la Renaissance africaine. Quelle que soit la discipline où l'étudiant travaille chez nous, il faut d'abord qu'il fasse des recherches sur l'héritage scientifique africain dans sa discipline, avant de parvenir maintenant aux innovations contemporaines. Et actuellement, nous avons un bâtiment de 8 étages qu'on appelle bâtiment de maison de la Renaissance africaine,
où justement, parce que nous sommes dit, l'art n'est pas quelque chose d'isolé chez nous. Même un poème, il est chanté, il est dansé. Même un objet d'art, un masque, il est porté, etc. Ce n'est pas quelque chose qui va accrocher sur le mur. Alors nous avons créé donc un bâtiment, nous sommes en train de créer, le projet est prêt, de 8 étages, où vous trouverez non seulement le marché, les salles de concert, etc. Mais vous allez aussi trouver l'université, vous allez trouver des bibliothèques, vous allez trouver des grandes salles d'exposition où il y aura une rencontre entre ce qui a été pris à l'étranger et ce qui n'a jamais été sorti du continent. Quand Bénédicte Savoy et Félix Sarr sont arrivés, nous sommes restés 3 jours, ils sont restés 3 jours chez moi. Et je les ai amenés à Fumban, à Bafoussam, à Tcham, pour qu'ils voient comment, dans les maisons royales, on conserve depuis des siècles ce qu'ils appellent des objets, mais ils ont eu la chance, surtout à Bafoussam, que le roi a permis qu'ils voient, qu'ils entrent là où normalement personne n'entre. Et c'est à des moments précis que certaines choses peuvent sortir. Alors on me dit dans les musées, non, pardon. C'est ça que je voulais un peu dire que, attention, le débat, il ne peut pas rester dans la définition européenne. C'est la renaissance de l'Afrique. Votre Altesse, vous aurez encore une fois la parole. Alors, pour en finir avec cette question de désignation lexicale, c'est vrai que le mot œuvre d'art pose problème, et c'est pour ça qu'on lui préfère le mot objet d'art. Et pourquoi? Justement parce que ces objets ne relèvent pas tous de la création artistique. Hein. Il y a des objets qui ne sont pas considérés comme des œuvres d'art, c'est des objets d'usage quotidien, c'est des objets qui relèvent justement de la vie de tous les jours, et ce qui justement appuierait les musées africains à faire un travail de tri par la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qui est de là, qu'est-ce qui n'est pas de là. Mais les choses se compliquent encore plus quand il s'agit justement de restes de cadavres humains. Donc c'est pour ça que moi je prononçais tout à l'heure le mot bien culturel. Il me semble que bien culturel engloberait justement les 3 désignations, œuvres d'art, objets d'art et puis les restes de cadavres humains, comme c'était le cas justement de la Vénus Hottentote. Alors, une deuxième question se rattacherait plutôt à la gestion et au fonctionnement de ces différents mouvements de restitution. On sait que nombre de musées africains hébergent déjà des ateliers de réflexion sur la restitution, notamment le musée des civilisations noires de Dakar, le musée Théodore Monod d'art africain, toujours à Dakar, le musée national du Mali, la fondation Zinsou d'art contemporain au Bénin, et je citerai aussi le musée national du Cameroun. Alors une fois, à votre avis, une fois ce processus de restitution enclenché, comment imaginez-vous l'effort à déployer par les États africains pour réussir justement ces opérations d'accueil et de mise en valeur, notamment sur le plan muséologique? Ouais. Merci. C'est une question difficile parce que justement, dans la continuité de ce que vient de dire le prince, la question a été posée à un moment donné par les directeurs de musées de savoir à qui ils devaient restituer. Par exemple, à l'heure actuelle, au moment où l'Allemagne, enfin les États allemands où se trouvent les bronzes du Bénin, parce que la différence entre l'Allemagne et la France, c'est que l'Allemagne est un système fédéral, donc décentralisé. Les décisions peuvent être prises de manière plus facile, parce que vous avez bien vu que pour la France, il a fallu que le Parlement se réunisse, qu'on prenne des dispositions législatives ad hoc d'ailleurs, pour les objets qui ont été restitués. Ça veut dire que s'il devait y avoir d'autres restitutions, il faudrait encore réunir le Parlement. Enfin bref, c'est très compliqué, alors que l'Allemagne, de ce point de vue-là, a plus de souplesse législative. Mais la question s'est posée de savoir si les bronzes du Bénin que l'Allemagne restitue, il faut les donner à l'État nigérian, ou bien s'il faut les donner aux descendants du royaume du Bénin qui sont toujours là, de la même manière que le prince
Koumendoumbe, évidemment, est prince dans le royaume qu'il a hérité de ses ancêtres. Alors, pour l'instant, la manière dont Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, dans leur rapport, ont réglé la question, c'est-à-dire nous vivons dans un système de relations internationales. Relations internationales, ça veut dire que nous avons affaire à des États. Ça veut dire donc qu'il n'appartient pas à un directeur de musée, comme s'il était anthropologue, de, par exemple, décider si un objet, je dois les rendre à la communauté Diola au sud du Sénégal ou à la communauté Sérère du côté de Fadou, etc. Parce que demander à un directeur de musée d'avoir cette légitimité et cette autorité-là est totalement absurde. C'est une chose que personne ne supporterait au Sénégal. Qui êtes-vous pour décider à qui vous allez rendre? Rendez à l'État du Sénégal, et l'État du Sénégal, à ce moment-là, étant donné la culture dont, en principe, il est héritier, va comprendre que cet objet est un objet de culte qu'il faut peut-être rendre à telle communauté qui existe toujours, pour qui cet objet a peut-être encore une signification spirituelle et religieuse, ou alors décider de créer des formes muséales nouvelles, parce qu'il faut peut-être inventer des modes de conservation de ces objets. On peut imaginer ce qu'on appelle des écomusées. C'est par exemple des cases que vous pouvez trouver dans tel ou tel village où les objets seraient conservés. Ou bien alors pour des États qui ont créé des musées nationaux, des musées d'État, et qui décident que ces objets-là doivent être là pour le bien public, par exemple pour éduquer les enfants, les élèves des écoles, à la nature de leur héritage. On peut imaginer parfaitement que pour certains objets, on demande aux instituteurs ou bien aux professeurs de collège d'amener leurs élèves, de leur expliquer en vrai ce qu'était par exemple le royaume du Bénin, parce que ces bronzes-là racontent l'histoire du royaume du Bénin. Et il faut faire le tri de ce point de vue-là. On peut décider, un État peut décider de développer une culture muséale. Vous savez, la culture de musée n'est l'émanation d'aucune culture. En Europe, le musée est arrivé tardivement. Les objets d'art, d'abord, étaient religieux, parce qu'il ne faut pas croire non plus que c'est seulement en Afrique que les objets artistiques ont une signification religieuse. L'art est né religieux quasiment partout. Si vous regardez la peinture européenne, la sculpture européenne, elle est pleine de références religieuses. Et d'ailleurs, c'est un problème aujourd'hui en France, parce que la laïcité, ou même parfois le laïcisme, est tel qu'il n'est plus question de donner la moindre éducation religieuse, y compris en histoire de la religion, aux enfants. Ce qui fait que vous le mettez devant un tableau qui représente un homme cornu, il ne se rend pas compte que c'est Moïse. Et les raisons pour lesquelles Moïse était représenté de cette manière-là. Ils ne peuvent plus lire les tableaux. Ça, c'est un premier aspect. Et le philosophe Malraux a raison. Il nous rappelle une chose. Il dit que l'art a commencé lorsque les dieux sont partis. C'est-à-dire que des objets qui étaient des objets religieux, y compris en Europe, ont été des objets qui ont été admirés pour le langage visuel qui était le leur, le langage plastique que ces objets parlaient, dès lors que leur signification religieuse n'était plus aussi présente, ou en tout cas n'était pas au premier plan. Ce qui fait d'ailleurs que Salvador Dali a un magnifique Christ aujourd'hui qui est exposé au Metropolitan Museum, et je ne sache pas que Salvador Dali ait été particulièrement religieux. En tout cas, Allah je ne me prononcerai pas sur la spiritualité de Salvador Dali. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir savoir recevoir ces objets et savoir exactement ce que l'on fait. Est-ce que l'on veut développer une culture muséale qui concernerait à ce moment-là des objets qui ont perdu leur signification religieuse? Je peux parfaitement comprendre que des objets qui étaient par exemple la propriété du royaume du Jolof, du royaume du Wallo, etc., aient eu à un moment donné une signification religieuse, mais plus personne ne connaît cette signification religieuse. Parce qu'il y a eu une déterritorialisation liée à l'islam, qui a fait que ces objets maintenant
parle plutôt en langage plastique, un langage visuel, plutôt qu'un langage religieux. Et donc, on peut parfaitement imaginer que ces objets-là, qu'aucune localisation religieuse particulière ne réclame, soient maintenant des objets entreposés au musée dynamique à Dakar ou bien au musée des civilisations noires, etc. S'il s'avérait qu'un objet a une signification religieuse profonde pour une communauté donnée, évidemment, il faut faire droit à la revendication de cette communauté et voir exactement comment faire en sorte que cet objet retrouve la place qui devait être la sienne. Autrement dit, il faut, dans la réception des objets, la plus grande flexibilité. Mais la seule manière de procéder jusqu'à preuve du contraire, c'est d'en faire une relation avec des États. On rend à des États, et ces États procèdent maintenant à la restitution nécessaire en fonction de la politique culturelle qui est la leur, en fonction des religions qui sont les leurs et de leur définition de la nature spirituelle d'un objet. Et on peut d'ailleurs considérer qu'un objet artistique garde toujours une valeur spirituelle, au sens de la capacité que cet objet a d'évoquer en nous une forme de transcendance. De la même manière qu'une musique, par exemple, peut être spirituelle directement, une musique des khasaïds prophétiques, etc. Ça, on sait pourquoi on les écoute et ce que nous en attendons comme élévation spirituelle. Mais il peut parfaitement arriver, moi, que le second mouvement de la 7e symphonie de Beethoven me transporte dans une spiritualité, alors que la spiritualité dans laquelle je me reconnais est une spiritualité islamique, et que Beethoven, jusqu'à preuve du contraire, n'était pas tellement incliné vers le tasawwuf. Eh bien, mais c'est la signification que soi-même on donne à ces objets-là. Donc il y a des objets qui vont se prêter à notre interprétation moderne dans un cadre muséal, même si notre tradition n'était pas d'avoir des musées où les gens viennent, ce n'était la tradition de personne avant que les musées soient créés. Les musées ont été un moment de démocratisation de l'art où, quand on les a sortis des palais ou justement des rois ou des princes qui, eux, possédaient ces objets pour dire qu'ils vont être dans un lieu où tout le monde pourra aller les voir. Mais maintenant, ce n'est pas un geste naturel d'aller au musée, ce n'est le geste de personne. Réfléchissez, nous avons tous ici fait l'expérience lorsque nous voyageons d'essayer d'amener nos enfants dans les musées. Ils préfèrent aller dans les parcs d'attractions, il faut les tirer par la peau du cou pour les faire entrer dans le musée jusqu'au jour où ils iront d'eux-mêmes parce qu'ils auront été cultivés à cela. Et c'est donc la décision que l'on peut prendre, faire en sorte que ces objets soient, je disais tout à l'heure que ce sont des objets mutants, des objets nomades, ce sont également des objets qui nous éduquent et nous pouvons penser que dès lors qu'ils seront là, qu'ils seront à la disposition des populations, pour ceux d'entre eux évidemment qui ne correspondent pas aux objets décrits par le prince Koumandoumbe, eh bien on pourra amener les enfants des écoles et leur enseigner à la fois à faire les éduquer à faire courir leur propre plume, c'est-à-dire s'entraîner à dessiner ces objets, à entrer dans le geste créateur du sculpteur ou du peintre qui les a créés. C'est d'ailleurs la relation que Derain avait développée, lui, avec les arts africains. Quand les artistes d'avant-garde et les poètes d'avant-garde européens se sont mis à l'école de ces arts-là, ils ont fait courir leur plume. Derain s'est presque incorporé, pour ainsi dire, les objets lorsqu'il est allé au British Museum et qu'il a reproduit des croquis d'objets d'art océaniens et d'objets d'art africains. Parlons d'objets d'art, évidemment, c'est un terme difficile. L'anglais artifacts est utile dans un cas comme celui-là parce qu'en effet, nous pouvons à ce moment-là éviter le mot objet d'art, l'expression objet d'art en français, tout en gardant art dans artifacts. Votre Altesse, si vous pouvez apporter votre contribution à cette question, mais brièvement s'il vous plaît, parce qu'on nous presse. Et je dois donner quand même la parole à la salle. Il y a certainement des auditeurs qui voudraient intervenir. Donc comment vous voyez justement le travail
auxquels les musées et les États vont être acculés une fois justement ce travail de restitution réalisé. Oui, je crois qu'on est déjà au cœur du débat en Afrique. Nous sommes au Maroc, donc on est au cœur du débat. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, il y a 69 000 objets au musée du Quai Branly, mais en Allemagne, bien que pour le Cameroun, il y a 40 000. Vous voyez la proportion. Bon. Maintenant, il y a un grand débat en Allemagne actuellement, au niveau politique, parce que les bronzes du Bénin qui ont été restitués au Nigeria, il y a eu un geste du gouvernement du Nigeria, ils ont donné ça à Oba, c'est-à-dire au roi du Bénin, enfin du Bénin, et ça a déclenché l'extrême droite en Allemagne, s'est offusqué de ce geste, il a dit que mais il faut arrêter ça, parce qu'au lieu que ça aille dans les musées, voilà maintenant qu'on remet les choses au roi. Alors, bien sûr que c'est le gouvernement du Nigeria qui a négocié et tout cela. Et comme Suleiman a dit, maintenant, une fois au Nigeria, ils ont eu le bon sens que ce n'est pas dans les musées qu'il faut mettre ça, mais remettre ça au bas. Donc, je crois que le débat, il faut que nous, on parle, les Africains, entre nous, du nord au sud, que, ok, devant cette réalité-là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce ne sont, encore une fois, vous avez bien sûr des objets qu'on peut aller contempler. Mais l'art en Afrique, nous, on n'a pas séparé comme en Europe. C'est-à-dire que ça, c'est la littérature, ça, c'est la peinture, ça, c'est... L'Africain a une approche globale. Et nous avons gardé ça. Bon, bien sûr, quand on va dans les universités, etc., c'est autre chose. Mais nous avons une approche globale de la vie. C'est-à-dire que même un masque, même Senghor avait l'habitude de dire ça, le masque est dansé. C'est-à-dire que vous n'avez pas seulement le masque, mais vous avez toute la puissance. La puissance. Le masque prend la puissance quand il est dansé. Donc, s'il vous plaît, moi, je dis toujours, vous avez fait les musées de conquête, s'il vous plaît, et parmi nous cette histoire. Nous allons voir dans l'Afrique moderne, et c'est pour ça que le débat, j'ai accepté de venir au débat ici, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que, est-ce qu'on attend d'abord ce qui vient de l'extérieur? Nous continuons à produire. Et comment voulez-vous que le trône sur lequel je suis assis, qui attend le tanguay qui doit venir de Munich, le trône là, je dois aussi mettre ça dans un musée. C'est un trône qui est fonctionnel. Et on ne voit ça qu'à des rares occasions. Donc, nous devons voir quelle est l'Afrique moderne que nous sommes en train de construire et comment est-ce que nous pouvons être à l'aise et que les Européens arrêtent de nous imposer leur structure et leur système de pensée. Ça marche. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions qui étaient vraiment fascinantes. Donc moi je suis Iséo Palès et je suis doctorante en sciences politiques. Et la question de la restitution du patrimoine africain m'intéresse beaucoup, notamment les mouvements pour la restitution du patrimoine africain. Et aujourd'hui, je travaille sur le panafricanisme, et notamment sur les mouvements panafricanistes qui ont beaucoup travaillé et qui continuent de travailler cette question-là. Et donc, en fait, ma question, c'est sur le fait que, et ça s'adresse aux deux intervenants qui, je sais, ont travaillé justement la question du panafricanisme. C'est quand on parle de la restitution du patrimoine africain, souvent on fait référence quasi exclusivement à l'Afrique dite subsaharienne. Et je me demande dans quelle mesure ça concerne également le Maghreb et dans quelle mesure cette question-là peut justement être un véritable enjeu panafricain de convergence entre l'Afrique du Nord et l'Afrique dite subsaharienne. Merci beaucoup. Alors avant que nos invités reprennent la parole, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur Lamine Sall. Merci. Je crois que tout a été dit ici par Bachir, par le prince. Tout a été dit sur ce patrimoine qui se trouve de l'autre côté
mais chez les Occidentaux. Moi, je me suis posé cette question, est-ce que nous ne pouvons pas laisser ces gens tranquilles? Les laisser avec ce qu'ils ont volé et recommencer une nouvelle vie avec nous-mêmes, nous les Africains. Nous sommes assez forts, nous sommes assez puissants pour dire à ces gens-là, gardez dans ce que vous appelez des musées ce que vous nous avez volé. Nous allons passer des siècles et des siècles, nos enfants vont arriver, nos petits-enfants vont arriver, et vont continuer à demander la restitution. Alors, nous mettons toujours l'Europe, nous mettons toujours l'Occident, mais sur la sellette. L'Europe a besoin de l'Afrique, l'Europe a besoin de nous pour être dans l'actualité. Est-ce que nous allons leur donner cette chance pendant des siècles et des siècles encore? Est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter et leur dire, gardez ce que vous avez volé? Parce que nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, la puissance de création et de créativité pour inventer autre chose que ce que nous avons volé. Je me suis posé ces questions parce qu'il m'arrive souvent d'arriver dans une conférence et de dire, est-ce que dans cette salle aujourd'hui, pendant 1 heure, des intellectuels africains peuvent prendre la parole sans citer la France, sans citer l'Allemagne, sans citer l'Occident, sans parler de colonialisme? Est-ce qu'il n'est pas temps que nous parlions de nous-mêmes? Enfin, est-ce que nous allons demander à tous ceux qui achètent des œuvres de Picasso de donner 10% à l'Afrique? Parce que Picasso est Picasso grâce à l'Afrique. Est-ce que nous allons continuer? Je ne sais pas, je me pose cette question. Mais je suis fatigué, je suis de ceux qui sont fatigués de passer leur temps à courir derrière des voleurs. Merci. Philami Issa, grand poète sénégalais, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je redonne quand même la parole aux intervenants. C'est une question cruciale. Ce qui vient d'être évoqué tout à l'heure est très important, je pense. Hein. Vous ne pouvez pas ne pas avoir envie de reprendre la parole. Bien, n'est-ce pas? Le plus rapidement possible. D'abord, merci infiniment pour ces questions et ces commentaires qui enrichissent évidemment la conversation et qui nous permettent de réfléchir à ce que nous avons dit nous-mêmes. Très rapidement sur la numérisation. C'est vrai que le numérique aujourd'hui est un langage qui s'est universalisé et qui est un langage qui parle beaucoup aux jeunes principalement. Mais de là à passer à l'idée que exister, c'est être numérisé, précisément, il y a une limite à cela et c'est probablement l'œuvre d'art, quand il s'agit d'art. L'œuvre d'art demande à être vécue directement et en présence. Évidemment, il est important d'avoir une connaissance d'une Mona Lisa numérisée, etc., etc. Mais la présence de l'objet, être devant l'objet en personne, est quelque chose de véritablement important. Mais en effet, faire savoir qu'il y a telle et telle chose dans tel musée et mettre en appétit en quelque sorte pour que l'on y vienne, cela est important et c'est une question importante que vous avez posée là. Et c'est une direction probablement à explorer. Deuxième aspect des questions qui ont été posées, et un certain nombre de questions sont liées d'ailleurs, celles que vous avez posées, madame, et je la vois en relation avec le commentaire et la question que Benachir a soulevé. Quelle est l'expérience que nous pouvons avoir de ces objets et la manière dont nous les vivons, y compris lorsque la religion, pour utiliser un mot un peu labile, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, la religion qui leur a donné naissance, ou la cosmologie, la cosmogonie dans laquelle ces objets sont nés, n'est plus là, parce qu'il y a une déterritorialisation qui s'est effectuée. Les régions islamisées de l'Afrique de l'Ouest ne sont plus les régions qui ont eu des cosmologies qui ont donné naissance à un certain nombre d'objets qui ont traduit ces cosmologies. Mais, et là, je me mets
à l'école de quelqu'un qui a précisément vécu la relation à la fois à la cosmologie traditionnelle du monde sérère et la relation à la cosmologie nouvelle dans laquelle cette cosmologie s'est traduite, c'est-à-dire le christianisme, et c'est Léopold Sédar Senghor. La raison pour laquelle Bénédicte Savoy et Felwine Sarr se sont adressés à moi et ont eu des discussions avec moi lorsqu'ils étaient en train de penser leur restitution, c'est que j'avais écrit un livre précisément sur la philosophie de l'art africain qui était celle de Senghor. Et j'en retiens ceci. Senghor connaissait parfaitement la cosmologie du monde sérère, qui avait été à l'origine d'un certain nombre de masques, d'objets, d'artefacts, etc., qu'on pouvait trouver dans le monde sérère. Mais lorsqu'il en parle, il parle du langage visuel de ces objets et de la spiritualité de ces objets telle qu'elle est inscrite dans les objets eux-mêmes. Parce que vous pouvez dire qu'un objet est religieux pour la fonction que cet objet joue dans une cérémonie. Vous direz par exemple que tel masque, on ne le sortait qu'une fois par an, au début de la saison des pluies et le premier mardi de la saison des pluies. Je dis n'importe quoi, mais je vous donne, si vous voulez, une signification cérémonielle. Si vous voulez écraser l'objet sur cette signification-là et dire la signification de cet objet, c'est d'être porté et d'être dansé le premier mardi avant les hivernages, il y a quelque chose que vous manquez de l'objet lui-même. Est-ce qu'il ne vous dit pas quelque chose? Est-ce qu'il n'a pas une force spirituelle, même lorsqu'il n'est plus un objet qui apparaît seulement le mardi? Parce que cette religion qui demandait que des objets apparaissent le mardi au début de la saison des pluies n'existe plus. Senghor a dit une parole très triste si on y pense. Il a dit que les religions traditionnelles sont en train de disparaître et que les religions abrahamiques sont en train de les remplacer. Alors que lui-même est attaché à ces religions du terroir, il était simplement en train de faire le constat d'une évolution et d'un mouvement des sociétés. Mais la manière dont Senghor lit la spiritualité des objets et leur caractère religieux, il la lit dans les objets eux-mêmes. C'est-à-dire que Senghor, quand il met en place ce concept qui est au cœur de sa philosophie esthétique de parallélisme asymétrique, Senghor écrit dès son premier essai de 1939, Ce que l'homme noir apporte, et qu'il répète dans son essai de 1956, auquel tu as fait allusion, Benachir, l'esthétique négro-africaine, il répète que l'essentiel, c'est le rythme. Il dit le monde, les objets dans le monde sont des rythmes. Ce qui existe, exister, c'est être un rythme. Nous sommes tous des rythmes. Et nous avons tous un rythme qui est notre propre principe d'individuation. C'est-à-dire que nous vivons dans un univers de force, tout ce qui représente une force, mais ce qui fait que je suis la force Souleymane Bachir et que ma sœur Yasmina est la force Yasmina, c'est un principe d'individuation qui est le rythme particulier que nous avons. Et la raison pour laquelle nous avons cette relation profonde de fraternité et de sororité, c'est peut-être parce que nos rythmes s'accordent. Et c'est ce que dit Senghor. Le rythme compose et constitutif de la sous-réalité de l'objet, dit-il. Et c'est d'ailleurs, dit-il, la raison pour laquelle l'artiste africain ne reproduit pas le réel. L'art, dit-il, n'est pas photographique. Il s'agit de poursuivre ce qu'il appelle la sous-réalité de l'objet, c'est-à-dire le rythme qui en est constitutif. Et lorsque vous traduisez le rythme constitutif de l'objet en langage plastique ou en langage visuel, vous allez déformer les choses. C'est la raison pour laquelle vous ne respectez plus la proportion. Tout le monde apprend à l'école des arts que le corps, vous le divisez en 8 et la tête va être le 8e. Eh bien, vous n'avez pas des 8e dans les sculptures africaines. Vous avez des choses totalement déformées. On accentue ceci, on diminue cela, etc. Parce qu'il ne s'agit pas pour l'artiste de viser la réalité photographique de l'objet, la belle apparence, l'apparence apollinienne de la statuaire gréco-romaine, mais la sous-réalité de l'objet, la force qui est à l'œuvre dans cet objet. Et dit Senghor, la manière dont vous lisez cela, dans le parallélisme asymétrique, comme il dit, vous regardez les objets tels qu'ils sont. C'est des formes en général géométriques, où vous avez par exemple une succession de convexes et des concaves. Plutôt le concave est plutôt comme ceci.
Il dira par exemple, vous avez la représentation des seins qui sont autant de concaves, le nombril, les genoux, etc. Et le convexe des sourcils qui répond, le convexe du menton. Et effectivement, il vous apprend à lire un objet. Parce que Senghor dit que le caractère spirituel et religieux n'est pas seulement dans la fonction sociale que l'objet jouait, mais inscrit dans l'objet lui-même. Et la manière dont il décrit cela, c'est de dire que nous vivons dans un univers de force, et ce que fait l'artiste, c'est capturer les forces inférieures pour les élever, et je cite Senghor, c'est sa phrase, pour les élever vers la lumière de l'esprit. Vous prenez les forces qui sont inscrites dans le bois, dans la pierre, dans la paille, dans le bronze, lorsque les sculptures se sont mises, etc., et vous les élevez vers la lumière de l'esprit, c'est-à-dire que vous voyez un objet qui est un rythme de rythmes. Tous ces rythmes convexes répondent à des rythmes concaves, et il y a une force ordinatrice, dit Senghor, là encore c'est son expression, qui les réunit et qui spiritualise l'objet, et lorsque vous regardez l'objet, vous dansez avec lui, parce que vous entrez en résonance avec son rythme. Vous n'avez plus besoin de porter le masque et de le danser effectivement dans une cérémonie. Ce masque danse avec vous si vous savez vous mettre à la bonne distance et si vous savez le regarder comme il faut et comprendre son origine spirituelle. Voilà la relation qu'il nous enseigne à avoir avec ces objets, lors même que dans une déterritorialisation totale, je n'ai plus aucune relation avec les religions du terroir. Ça fait des générations et des générations que mes ancêtres ne connaissent pas les fameuses religions du terroir. Mais ressentir la spiritualité d'un masque, ça je sais faire. Parce que je peux concevoir ce que Senghor m'a éduqué à lire dans les masques en question. C'est tellement agréable de vous écouter, M. Béchet Diana.